On continue ce FPU Live en accueillant en plateau Franck Faucheux. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes directeur des relations institutionnelles, du développement commercial et de la stratégie bas carbone chez FH Construction Grand Ouest. Exactement. Et on reçoit aussi en duplex Sylvain Grisot. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous êtes urbaniste, fondateur de l'agence Dixit.net et vous avez notamment rédigé et publié en début d'année dernière le manifeste pour un urbanisme circulaire. Avant de rentrer dans le comment faire, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur les grands enjeux qui vous ont poussé à développer ce concept et cette méthodologie? Vous sous-titrez pour des alternatives concrètes à l'étalement de la ville. Il est là le plus gros enjeu? En fait, je suis parti de là. Quand j'ai écrit mon bouquin, et c'était aussi une aventure et une découverte, c'est plutôt le début d'un raisonnement que la fin, qu'un aboutissement, hein. Normalement, on écrit un livre à la fin, quand on a compris. Moi, ça m'a permis de comprendre un certain nombre de choses et notamment je parle en effet d'étalement urbain. On dit artificialisation des sols en ce moment, même si on a du mal à se caler sur les termes. Et je conclus l'ouvrage en disant finalement l'étalement urbain, c'est pas le problème, mais c'est plutôt un symptôme de problèmes beaucoup plus fondamentaux et à un moment d'une fabrique de la ville qui marche un peu sur la tête. Franck Faucheux, le problème c'est l'étalement urbain ou l'artificialisation des sols? Le problème, c'est une question de programmation très très amont, notamment avec les politiques. Donc c'est vrai qu'il y avait une facilité, notre outil industriel pour faire la ville est finalement part souvent de sol un petit peu vide et on se rend compte aujourd'hui, enfin on se rend compte aujourd'hui depuis la loi SRU, donc ça fait comme un petit peu de temps que l'idée c'est plutôt de rester, de faire la ville sur la ville. Et là c'est vrai que on se rend compte que très en amont, il y a un vrai travail avec les élus et les services techniques pour avoir une programmation qui soit justement plus circulaire. Alors depuis quelques années, c'est vrai que la question de l'urbanisme temporaire, transitoire, aujourd'hui une vraie chance, hein. C'est vrai que le temps de faire toutes les études d'impact, on se rend compte qu'on peut utiliser un bâtiment. On peut d'ailleurs l'utiliser très simplement en maison du projet. C'est ce qu'on a fait à Châtenay-Malabry avec la maison du directeur, qui est devenue naturellement la maison de projet. On accueille les gens pour présenter un petit peu ce que c'est. Mais c'est aussi tout un travail pour pouvoir demain peut-être utiliser des sites en ville pour, par exemple, faire du stockage, hein, notamment du stockage de matériaux jetons qui trouvent preneur dans le cadre d'une économie circulaire. Et puis c'est aussi une question de mutation. Faire un bâtiment aujourd'hui qui, dans 10 ans, dans 15 ans, sera un petit peu autre chose. Donc là, c'est vrai que c'est faire des pièces urbaines qui aujourd'hui ne sont pas forcément dans l'air du temps. Si je vous dis on va faire un parking silo, on voit bien que, et mes collègues de l'immobilier vont me dire la vue sur le parking n'est pas forcément super. Et pourtant, un parking silo, c'est un parking aujourd'hui, ce sont des bureaux demain, ce sera peut-être des logements après-demain. En tout cas, ce sera un bâtiment beaucoup plus facile à déconstruire, recycler dans 50 ans. C'est pareil pour une question de sous-sol. Aujourd'hui, on y stocke des voitures. Si demain les voitures elles sont à hydrogène ou électriques, peut-être qu'on les mettra moins en sous-sol. Donc, à niveau de sous-sol, ça va. On pourra toujours le recycler. C'est un peu le grenier qu'on ne fait plus. C'est peut-être une cave, ou voire peut-être que demain, ce sera des zones refuge en cas de canicule. Donc, il faut aussi penser un petit peu cette programmation évolutive entre maintenant et 2050. 2050, neutralité carbone, qui est le choix un petit peu de la France. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la question, elle est politique au sens du choix politique que ce qu'on écrit un petit peu dans le PLU, plus que la question de l'étalement urbain qui aujourd'hui, je pense, fait consensus sur le fait qu'il faut arrêter. Sylvain Grisot, vous avez dit que c'était l'expression de mots plus profonds. Vous pensiez à ce qu'a développé Franck Faucheux? Alors notamment, mais là il commence à aborder les solutions, hein. Peut-être que si on revient sur le problème, c'est quelque part, aussi dans son propos, cette question de l'industrialisation et en effet, on a industrialisé la fabrique de la ville de façon massive et notamment depuis, pas si longtemps que ça finalement. Ça fait 50 ans qu'on a donné la priorité au neuf et en étalement. Et finalement, on a monté une machine de production qui est extrêmement efficace, à laquelle on participe tous autour de la table, hein. Il n'y a pas de tous coupables s'il doit y en avoir, qui est fondée sur la consommation de sol agricole, sur le travail des foncières, le travail des aménageurs, des promoteurs, etc., etc. Toute une chaîne de production extrêmement efficace, mais qui sait faire une chose, c'est de la construction neuve. Or aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit à la fois qu'on a négligé l'existant, mais aussi que finalement, d'ici cette ville de 2050, on a déjà construit l'essentiel de cette ville. Peut-être 80% de la ville de 2050, ça veut dire qu'il va bien falloir se pencher sur l'existant. Et se pencher sur l'existant, c'est plus les mêmes méthodologies, c'est plus les mêmes matériaux, c'est plus les mêmes façons de faire, c'est plus
surtout, c'est plus la même organisation du processus de projet et d'organisation économique, hein, en général. Donc, c'est ce retournement-là que j'appelle. On sait faire, hein. Là, on vient d'ores et déjà d'avoir un certain nombre d'exemples. On sait faire, mais c'est aujourd'hui plutôt des anomalies, des projets exceptionnels, des projets exemplaires. La question, c'est comment on retourne le système de façon à ce que ça devienne la norme pour les 50 ans à venir. Pour retourner le système, comme vous dites, vous proposez trois boucles de l'urbanisme circulaire qui sont recycler les espaces, transformer l'existant et intensifier les usages. J'aimerais qu'on revienne sur chacune d'entre elles, une par une, mais on va d'abord commencer par le recyclage des espaces. Je vais peut-être commencer par vous, Sylvain Grisot. C'est important de se saisir des friches, par exemple? Alors oui, c'est évidemment important, mais il y a d'autres boucles. On a l'impression que la solution de tous nos problèmes serait dans la transformation de bureaux en logements et dans le recyclage de friches industrielles. Certainement pas, non. Oui, évidemment, le recyclage des friches, c'est à un moment, arriver sur un morceau de ville qui est obsolète, pour des raisons X ou Y et sur lequel on va revenir au sol, notamment par des processus de démolition des constructions. C'est donc des alternatives à l'étalement urbain, à aller chercher, hein, aller chercher un nouveau sol, un sol «vierge» entre guillemets, dont on a l'impression parfois qu'il sert à rien, alors qu'il sert à quelque chose puisqu'il sert à nous nourrir, ce qui est quand même pas une anecdote. Alors c'est facile à dire comme ça, on sait et moi je fais ça depuis des années maintenant, c'est pas un exercice simple, c'est un exercice extrêmement complexe donc si on peut aussi éviter les friches, éviter de passer par la case friche, ce serait encore plus intéressant. Mais on le voit bien, aussi, hein, comme dans l'économie circulaire, cette boucle, qui pour moi est la troisième et la dernière et la plus grande, c'est finalement aussi la moins efficace, puisqu'on reconsomme, beaucoup d'énergie, on crée beaucoup de déchets, hein, que ce soit par des sols pollués ou des déchets de déconstruction. Donc c'est pas la boucle la plus pertinente. Peut-être pas la boucle la plus pertinente. Chez FH, vous en faites, vous recyclez les espaces. Quelle est votre vision un peu du recyclage des espaces? Bah, j'irais dans le même sens que Monsieur Grisot, c'est-à-dire qu'en fait, comme il faudrait pas passer par la case friche, c'est pareil pour le matériau, il faudrait pas passer par la case déchets. En fait, dès que c'est marqué déchets, on met un temps fou à leur qualifier en ressources. Prenez de la terre du Grand Paris, ben, pour en faire après de la terre de construction, ben, en fait, il faut quasiment un an de qualification administrative. Donc ça, c'est toujours un peu ce jeu-là. Comme au contraire, je dis, ben non, c'est un matériau que je retransforme, etc. Et les friches, c'est un petit peu pareil. Et là-dessus, je prends deux exemples. C'est assez intéressant de voir aujourd'hui des zones d'activité qui ne sont pas des friches, mais qui aujourd'hui sont en train de changer, de muter aussi parce que la ville les a un petit peu rattrapés. C'est-à-dire, c'est la Jeannet, par exemple, à Rennes, le grand site PSA, aujourd'hui, qui est une zone d'aménagement aménagée par Eiffage, sur lequel on va garder l'activité. Parce que souvent, on se rend compte aussi, c'est que la lutte contre l'étalement urbain pour faire du logement, on comprend, mais en fait, on se rend compte que, par contre, pour l'activité, elle, on la renvoie toujours un peu plus loin. Et donc, c'est assez intéressant de voir d'une part Rennes Métropole, d'autre part Nantes Métropole avec des projets comme les Forges, où au contraire, on se dit, il y a l'industrie, mais on va la garder. Et cette industrie, elle va se mixer avec peut-être d'autres activités, donc là peut-être tertiaire, mais peut-être aussi du logement. Alors bien sûr, il y a un travail, comment on travaille les franges, comment on travaille les activités, puis on se rend compte aussi que quand on a une activité, c'est des gens qui tous les jours vont venir, vont manger, vont travailler, vont se rencontrer, vont peut-être sortir le soir avant de rentrer un petit peu chez eux. Et donc finalement, on se rend compte aussi pour toute une autre activité, c'est aussi mélanger de l'activité la journée avec les gens qui travaillent, puis le soir et les week-ends avec les gens qui y vivent. Donc ça, c'est vrai que l'enjeu, et je pense que ces villes Nantes et Rennes ont compris qu'il fallait pas caser par la case friche, mais au contraire, il fallait rester sur une zone d'activité qui allait muter. Avec le mot-clé, c'est la mixité. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est arrêter le zoning, en fait, d'avoir vous vivez ici, vous travaillez là et vous faites vos courses ici. En fait, l'idée, c'est plutôt d'avoir un mix un petit peu d'ensemble. Ce qui fait qu'on dépasse après des seuils de densité, et donc ce qui fait que c'est plus simple de mettre et des transports en commun, et de mettre aussi tout un réseau de services et de commerce, et puis demain aussi, j'espère, des réseaux de chaleur qui pourront aussi être utilisés, ou voir de la récupération de chaleur, pourquoi pas de data centers qui vont chauffer des piscines et autre chose. Transformer l'existant sans passer par la case démolition-reconstruction. Comment on fait, Sylvain Grisot? Alors, bah, c'est pareil, hein, on sait faire. Ça, c'est éviter de déconstruire, en fait, hein. Ce recyclage du foncier, c'est éviter de s'étaler. Là, c'est éviter de déconstruire. Ça vient d'être dit, hein, la quasi-réalité de la ville, finalement, l'impact de la fabrique de la ville, à la fois sur le contenu de nos poubelles, et sur notre consommation énergétique est absolument phénoménal.
hein. Donc ce serait les 3/4 des déchets du Grand Paris, hein, qui seraient liés au BTP, à l'industrie du BTP. Donc ça veut dire qu'on a une responsabilité extrêmement importante là-dessus. C'est aussi passer par la case déconstruction sur un bâtiment dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain. C'est aussi perdre toute l'énergie grise qu'il y a notamment dans la structure béton de ce bâtiment-là, et qu'on va réinvestir. Il va falloir réinvestir de l'énergie dans la construction de la nouvelle structure, qu'on va mettre encore des décennies, quelque part à amortir. Donc ça veut dire que, s'appesantir sur ce qui existe, hein, mais aussi, travailler sur des cycles de déconstruction, notamment en utilisant ce qu'on appelle la mine urbaine, c'est-à-dire qu'à un moment, redonner, finalement une échelle appropriable, au flux de matériaux, en venant piocher finalement dans des bâtiments existants, des matériaux qui vont servir à la construction d'autres. C'est aussi repenser, les stratégies, les jeux d'acteurs, et finalement un écosystème local en lui redonnant une échelle qui est pertinente. C'est des jeux et une transformation des modes d'organisation des entreprises qui est extrêmement intéressante, puisque ça veut dire qu'on passe du tout concurrence finalement, aussi à des moments de collaboration, hein. C'est le «et», on passe du «ou» au «et», de concurrence ou collaboration à concurrence et collaboration, puisqu'on va être concurrent peut-être sur un marché, mais on va s'échanger des matières à un moment, parce qu'on y a intérêt, et notamment on y a intérêt pour réduire les distances parcourues par nos matériaux. C'est loin d'être une anecdote, si on arrive à avancer de façon sérieuse, hein, et sortir du détail et des projets exemplaires sur ces questions-là. On a là-dessus des économies en termes carbone et matière qui sont absolument phénoménaux. Réduire la distance parcourue par les matériaux, comment vous faites, vous, chez Eiffage, pour justement réduire cette distance? Alors déjà, on a testé sur Châtenay-Malabry, qui était un peu notre démonstrateur sur les questions un peu urbaines, et c'est terriblement efficace. Vraiment, c'est vraiment terriblement efficace. Alors, il y a des choses comme de l'échange de matériaux ou du transfert de matériaux. Je prends un exemple tout bête. Il se trouve qu'Eiffage avait deux grandes opérations d'aménagement à 5 km l'une de l'autre, d'une part Clamart et d'autre part Châtenay-Malabry. Clamart, excédent de terre, Châtenay-Malabry, déficit de terre, et parce qu'il y avait un terrain très vallonné, donc pour qu'on puisse faire des routes qui soient accessibles avec la bonne pente, il fallait qu'on ramène de la matière. Et là, on s'est dit, mais en fait, on va pas d'un côté emmener des terres dans des décharges et de l'autre côté acheter des terres de carrière pour l'amener ici. On peut peut-être avoir un transfert. Petite sécurité réglementaire pour être sûr que les terres n'étaient pas polluées. À 5 km d'écart, on était dans les deux cas sur des terres argileuses Île-de-France, donc en fait c'était les mêmes terres, donc vraiment en fongibilité un petit peu des sols. Et donc les promoteurs de Clamart, en fait, on est venu prendre leurs terres. Parfait, donc eux, ça leur fait une économie de 150 000 euros. Et côté l'aménageur de Châtenay, lui, il a juste payé le transport. Et donc c'est pareil, économie de 180 000 euros. Alors, à ces échelles-là, on peut dire que c'est pas grand-chose par rapport à l'ensemble des mannes financières, mais à l'échelle de la partie VRD, c'était assez important. Et puis surtout, on a gagné 900 camions. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant le calcul, ce qu'aura dû faire les kilomètres, on a gagné 900 camions, ce qui fait qu'une petite cinquantaine de CO2, donc ça commence à compter quand demain on va avoir un petit marché carbone un peu important. Puis surtout, ça fait beaucoup de camions en moins pour les riverains. Donc en termes de nuisance pour les riverains, c'est extrêmement important. Et je voulais revenir aussi sur la première partie. C'est vrai que aujourd'hui, il ne faut pas aller très facilement, très directement vers déconstruction, reconstruction. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une petite grille de réflexion qu'on essaye d'avoir en disant il faut regarder trois choses. Un, je garde le bâtiment tel quel. Deux, je le transforme. Trois, je le déconstruis. Et à chaque fois, on essaie de regarder trois critères qui sont un, techniquement, réglementairement, est-ce que c'est possible? Deux, en termes de bilan carbone, quel est l'intérêt? Et trois, en termes de liberté programmatique, est-ce que c'est facile? Parce qu'on se rend compte que des immeubles de bureaux, finalement, pour en faire d'autres bureaux, on peut peut-être finalement le garder. Donc la programmation est un petit peu la même. Alors des bureaux en logement, on se rend compte que là, ça devient un petit peu plus compliqué. Et puis les réglementations ne sont pas les mêmes. Ne serait-ce que par exemple, il y a beaucoup plus de douches et de salles de bain dans du logement, donc il faut rapporter beaucoup plus de réseaux. Donc en fait, on se rend compte que des fois, techniquement, réglementairement, c'est compliqué. Un grand bâtiment qu'il faut faire en trois cages d'escalier, il faut refaire des portes coupe-feu.
Donc il y a quand même des arguments un peu techniques. On peut transformer prix Pritzker 2021, là quand on va salle, qui quand même ont fait ce travail hyper intéressant d'augmenter la surface d'usage d'un bâtiment en épaississant avec des loggias, en montrant finalement qu'on pouvait transformer, surélever. On a fait des bâtiments avec des très grosses structures, donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un vrai sujet. On peut surélever d'ailleurs avec des containers chez nous de B3 Ecodesign qui sont des conteneurs maritimes recyclés. On peut refaire du bois, on peut refaire des choses extrêmement intéressantes et la surélévation peut financer l'isolation par l'extérieur, l'ascenseur, etc. Donc il faut vraiment regarder un petit peu tout ça. Puis des fois, c'est vraiment très compliqué réglementairement parlant. Des fois, en termes de programmation, ça nous bloque sur des immeubles de bureaux années 80 qui n'ont vraiment aucune valeur architecturale, aucun intérêt. Donc là, on peut se dire, et même des fois en termes de CO2, on se rend compte qu'on va ramener beaucoup de matière pour isoler. Donc là, on peut aller vers Alors, on ne fait plus de démolition, mais de la déconstruction sélective. Et c'est là qu'en fait, il y a tout cet arsenal on pourra en reparler, j'imagine, de diagnostic ressources, et qui nous montre aujourd'hui la séparation des produits, et donc certains déchets sont en fait des ressources. Un petit mot juste sur la transformation de l'existant, Sylvain Grisot. Est-ce que ça passe aussi par, quand on fait du neuf, penser à la vie à long terme des bâtiments, penser à la réversibilité? Alors oui, clairement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les difficultés là qui viennent d'être énoncées, alors certaines, qu'on peut imaginer bypasser aussi, hein, par, des adaptations réglementaires notamment, elles sont une bonne illustration du fait qu'on pense en silo, mais on réglemente aussi en silo, hein, par rapport aux différentes fonctions et là, on est sur des objets qui sont, quoi qu'il en soit, malléables. À partir du moment où on aborde, un bâtiment de façon sincère, ce qui est pas encore le cas, hein, un bâtiment existant de façon sincère, ce qui est pas le cas au quotidien, aujourd'hui puisque par défaut, hein, on déconstruit, c'est quand même plus simple, on minimise les risques. On sait où on va en fait, on connaît l'aventure, ce qui est quand même, moins c'est pas la même chose et en fait, c'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes ingénieries, c'est pas le même type de conception architecturale, pour transformer l'existant. Donc là, on a un saut culturel à faire, mais en même temps, on a aussi ce saut culturel à faire dans la construction du neuf, où on a fait, ces dernières décennies, une forme de suroptimisation, des bâtiments, hein, sur lesquels on est venu les adapter de façon extrêmement efficace à leur fonction, à leur usage premier, en oubliant qu'ils pouvaient avoir un usage second et moi j'ai même l'habitude de dire qu'un bâtiment devrait avoir 7 vies, hein, comme un chat et anticiper sa fin de vie, et en effet, à un moment, il faut qu'on pense à un bâtiment aussi en se disant qu'on peut imaginer un autre usage et qu'on ne peut pas imaginer le troisième, mais pour autant, il doit pouvoir survivre à ces changements de besoins, ces évolutions de nos modes de vie, no au moins, en tout cas, sur ses fondamentaux, notamment sa trame structurelle qui doit rester, finalement adaptable, à un usage ou à un autre. Pour imaginer avoir, comme ça, hein, des cycles de reconstruction de bâtiments qui, au bout de 20 ans, vont changer complètement d'organisation, d'usage, sur lesquels on va venir dégrafer des façades, et cetera, de façon à relancer encore une nouvelle dynamique. C'est important aujourd'hui de le faire, c'est important de le faire dans les bâtiments du quotidien, sur lesquels on a des formes de standardisation aussi des modes constructifs, qui ne sont pas des modes constructifs de façon classique, hein, adaptés à ça, à ces évolutions d'usages futurs, mais aussi c'est particulièrement important, par exemple, sur des équipements publics sur lesquels on peut se poser la question du temps long, sur lequel on peut se poser la question aussi d'avoir une forme de sous-optimisation, ce qui est c'est comme ça que la nature, hein, gère la résilience en étant sous-optimale, notamment sur des bâtiments dont on sait qu'ils vont changer fondamentalement d'usage assez rapidement par exemple des équipements de santé. Hein, aujourd'hui, on va avoir des investissements massifs dans le domaine de la santé. C'est peut-être le moment de penser justement des bâtiments qui vont savoir évoluer dans le temps plutôt que de faire sens programmée sur des bâtiments publics. On passe à la troisième boucle de l'urbanisme circulaire, intensifier les usages. Franck Faucheux, en introduction, vous avez parlé de mixité, mixité fonctionnelle. Vous entendiez ça, mixité fonctionnelle et intensité d'usage, c'est la même chose? Alors déjà, je pense que l'intensification d'usage passe par la mixité. Il faut pouvoir aussi faire d'autres choses dans nos différents bâtiments et que demain on puisse aussi faire un petit peu d'autres choses. D'ailleurs, le confinement a complètement mis en avant ces questions. C'est qu'aujourd'hui, on avait tellement séparé les choses que dans les bureaux, on ne peut faire que des bureaux et dans les logements, on peut faire que des logements. Mais aujourd'hui, les logements, c'est devenu aussi nos lieux de travail, les salles de cours. Donc, on se rend compte qu'il y avait une vraie demande un petit peu de mutation. Alors, comment on y répond de façon un petit peu simple? Alors, on se rend compte quand même aujourd'hui qu'il y a des espaces qui doivent permettre d'avoir un vrai degré de liberté dans leurs futurs usages. On a ciblé notamment les toitures.
On s'est rendu compte pendant le confinement que quand on pouvait avoir accès à sa toiture, avoir accès à une vision, une vue, un peu de vent, ça faisait quand même vraiment du bien, voire même pouvoir rencontrer ses voisins à une certaine distance, etc. Donc c'était un peu important. C'est bien sûr les rez-de-chaussée, les rez-de-chaussée sur rue, qui sont des logements peut-être un peu particuliers, qui au contraire demain pourraient devenir peut-être des salles de coworking, peut-être pas tout le temps, peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, et qui certainement peuvent devenir des espaces ouverts un petit peu sur la ville. C'est bien sûr les rez-de-chaussée. Aujourd'hui, on y met des voitures. Dans certains cas, on y met des champignonnières, hein, I3F, ICF, pardon, la Sablière le teste déjà dans pas mal, dans quelques-uns de ces sous-sols. Et puis un peu, il y a tout l'espace extérieur qui est aujourd'hui un espace assez décoratif qu'il faudrait qu'on mette un peu en avant. Donc la vraie question, c'est qu'on se dit que ce qu'on construit aujourd'hui en dur, faut qu'on soit sûr. Alors, je suis sûr qu'en 2050, on dormira dans des lits et on mangera sur des tables et des chaises. Par contre, d'ici là, je suis incapable de vous dire la place du vélo. D'ailleurs, on voit bien depuis 2 ans, le vélo a totalement explosé, déjà en Ile-de-France, mais un peu partout. Et on voit bien qu'aujourd'hui, nos locaux vélos sont totalement inadaptés au vélo cargo, voire demain au vélo électrique. Un vélo électrique à 2500 euros, je ne suis pas sûr qu'on le gare dans un vélo, dans un parking vélo aujourd'hui assez peu sécurisé. Et si demain ces vélos explosent, on ne pourra pas pousser les murs. Sauf si on le construit différemment, si on sort du bâtiment et si, par exemple, on le pose sur le sol, aujourd'hui dans un container comme on voit beaucoup sur l'île de Nantes, ou si on le pose une petite boîte en bois posée sur le sol, et pourquoi pas cette boîte en bois construite à partir de matériaux recyclés. Bellastock, association d'architectes, nous a montré un peu cette facilité-là. Donc le vélo, les poubelles. Demain, s'il y a 2, 3, 4, 5 poubelles, si demain les poubelles c'est aussi des micro-méthaniseurs de quartier, c'est peut-être un petit peu qui soit sorti du bâtiment parce que je pense qu'on aura des réglementations pompiers un peu complexes encore à ce moment-là. Et la question de la voiture, cette question de peut-être. On aura des voitures en 2050, mais elles seront comment? Elles seront électriques, hydrogène, elles seront individuelles, elles seront partagées. On voit bien qu'aujourd'hui, on a quelques espaces comme ça qui, demain, sont des supports de nouveaux usages. La toiture, le rez-de-chaussée, le sous-sol et l'espace extérieur. Et déjà, en se posant la question d'un degré de liberté, d'une mixité d'usage de ces espaces-là, alors déjà, on se rend compte qu'il faut qu'on se mette un peu autour de la table parce que et l'architecte, et l'urbaniste, et la ville, et FH, on se dit, mais ça veut dire quoi en vrai? Donc c'est pas si simple que ça, alors qu'on touche finalement très très peu aux espaces intérieurs qui sont aujourd'hui ultra réglementés. Donc il faut ouvrir cette porte-là. Au contraire, on arrive toujours à des choses extrêmement simples finalement, extrêmement joyeuses aussi, hein. Et beaucoup de gens se remettent à refaire un travail de réflexion, de conception, voir les bureaux de contrôle, hein, vu que c'est un peu des ovnis, et en fait on se remet à penser à la ville. Sylvain Grisot, est-ce que intensifier les usages, c'est reconnaître qu'on n'a pas de certitude sur l'avenir? Oui, enfin, hein, je veux dire, c'est quand même la base, la base aussi de nos métiers, hein, à un moment de penser le temps long. Penser le temps long en dessinant des espaces, mais on retrouve cette notion de temps, en fait. On retrouve 2 choses qui me semblent vraiment importantes. C'est la question de regarder l'objet bâti dans ses temporalités, que ce soit, être en même temps, la mixité des usages, hein, est-ce qu'on peut avoir plus de monde dans le même bâtiment, travailler les saisons, travailler les week-ends différemment que la semaine? Pourquoi est-ce qu'un bâtiment de bureau ne sert que 35 ou 40 heures, par semaine? Pourquoi est-ce qu'une école, est fermée pendant les vacances, une université, et cetera? Tout ça, ça repose aussi des questions d'organisation. C'est-à-dire qu'à côté du hard, on va retrouver des questions de partage de clés, d'assurance des locaux pour des usages différents. On va retrouver des publics différents sur les mêmes locaux. On va reposer des questions finalement qui sont strictement identiques à la fois pour l'espace public, pour le rez-de-chaussée du bâtiment ou pour ses étages. Donc on retrouve une continuité finalement de nos modes de vie, hein, alors qu'on est en général plutôt de façon extrêmement fragmentée entre l'espace public et l'espace privé. Et puis surtout, on repose la question du besoin, hein. Et ça, à un moment, aller chercher plus d'usage dans des bâtiments qui sont là, ou de construire des bâtiments neufs, mais qui seront eux-mêmes porter plus d'usage. Euh, Par exemple, des équipements publics qui sont ouverts plus de 20 heures par semaine, hein. Eh ben ça pose aussi la question de la nécessité ou pas de construire.
Et oui, on repose cette question-là. Finalement, la première des boucles, elle permet d'éviter de construire dans bien des cas. Ce qui est quand même un des fondamentaux, aujourd'hui des virages qu'on a à prendre. Éviter de construire, c'est quoi qu'il en soit, se développer, répondre à des besoins urbains, mais à un moment trouver la façon d'y répondre, sans passer par la case construction, sans inaugurer un nouvel équipement public. C'est par exemple éviter de construire une maison des associations à côté d'une école. La maison des associations est ouverte que le soir, l'école est ouverte que dans la journée et l'école aurait bien besoin, d'une réhabilitation. Ah ben, voilà, c'est réhabiliter l'école, mais la réorganiser aussi, réorganiser, à la fois la cour, de façon à ce que ça devienne un espace public pour les jeux des gamins du quartier en dehors des horaires, mais aussi, les salles de classe pour qu'elles puissent être ouvertes ponctuellement à des associations, pour qu'elles puissent se réunir le soir ou le week-end. Ça se fait, en fait, ça se fait déjà. Tout ça, c'est pas des exemples théoriques. On peut le faire à partir du moment où on se pose la question de l'organisation, où on re-questionne l'organisation. On a par exemple, à Noirmoutier, une école qui, quand elle ferme début juillet, les parents d'élèves viennent déménager les tables et les chaises et mettre en place euh, des lits et des cuisines. Et donc, depuis 15 ans, on a des logements touristiques qui ouvrent dans cette école-là, qui normalement devraient être fermés tout l'été et servir à rien. Ben non, on a des logements touristiques en plus et autant de logements qui n'ont pas été construits à côté. Vous posez tous les deux la question des outils qui sont à notre portée. Franck Faucheux, vous avez occupé des postes tournés vers l'innovation. Est-ce que c'est l'innovation qui va nous sauver, est-ce qu'on va trouver des outils dans l'innovation? Euh, alors déjà, il faudra se poser c'est quoi l'innovation quoi. Il y a certainement aujourd'hui il y a beaucoup d'innovations qui sont innovations d'optimisation. On prend un bâtiment, justement, on optimise les usages, on optimise la consommation. Technologiquement, on a les solutions depuis très très longtemps. C'est souvent une façon dont articuler un peu l'ensemble de ces équipements-là. Euh, il n'y a pas d'innovation, simplement il y a une intelligence qui est donnée un petit peu au système. Après, il y a du déploiement. C'est vrai qu'on se rend compte que les questions par exemple, des usages qui sont dans le tertiaire beaucoup plus simplifiés qu'on ne ferait pas dans le logement, en fait, on se rend compte que, enfin, c'est des cadres juridiques un petit peu différents, hein, donc à remettre un peu en place. Et après, il y a l'innovation un peu d'invention qui est beaucoup aujourd'hui dans les usages, que je suis aujourd'hui beaucoup apporté par le numérique, par exemple. C'est vrai que les conciergeries de quartier ou les boîtes aux lettres connectées qui permettent justement de se faire livrer, d'avoir accès à des tas d'éléments, son pressing par exemple en dehors des horaires d'entrée et de sortie du pressing normal, ça c'est un petit peu c'est un petit peu simple. Après l'innovation elle est souvent aussi comment on fait un petit peu évoluer nos métiers. Alors chez Eiffage on a l'avantage d'avoir Eiffage Aménagement, Eiffage Immobilier, Eiffage Construction et Eiffage Travaux Services. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend compte que regarder tout ce qu'a dit Sylvain Grisot sur la façon dont on regarde un peu la ville, ben ça c'est énormément de travail pour Eiffage Aménagement parce que ça reste quand même des études d'impact, c'est une analyse du foncier, une analyse du bâti, et voir c'est une programmation qui peut-être ne peut pas cocher la case construction, mais par contre, globalement, on donne beaucoup de travail amont d'études pour accompagner une collectivité dans la mutation, ici d'un lotissement, ici d'une zone d'activité, etc. Donc en fait, simplement, l'aménagement aboutit pas forcément de façon linéaire avec de la construction neuve, mais pour aboutir à je saute une case et je vais vers Eiffage Travaux Services, qui en fait est la filiale d'Eiffage qui fait de la rénovation, de la réhabilitation. L'imprimerie dans le 14e, c'est un très beau bâtiment qui a gardé des bâtiments en sol et qui ont redessus reposé des logements un peu en bois, qui étaient en fait aujourd'hui portés par Eiffage Travaux Services, la phase enfin, rénovation un peu nos éléments. Donc en fait, l'innovation, elle est aussi dans le fait de dire que même si, enfin, avant, on avait une habitude que l'aménagement mobilisait des promoteurs, dont Eiffage Immobilier, Eiffage Immobilier mobilisait le constructeur. En fait, peut-être que l'aménagement demain va mobiliser la rénovation et va pas mobiliser la construction. Et c'est peut-être certainement des innovations par rapport à Eiffage Immobilier. C'est quoi demain promoteur quand on construit pas du neuf? On peut être promoteur de bâtiments existants, ce qui n'est pas le travail d'un syndic de copropriété. C'est-à-dire qu'il y a un travail de gestion et un travail d'invention. Et donc c'est peut-être ça. Peut-être que demain, c'est une méthode de promoteur qui doit se réinventer sans construire. Chez Eiffage, vous avez beaucoup d'opérations que vous avez qualifiées vous-même de démonstrateurs. Ça pose la question, et je vais vous demander, vous, Sylvain Grisot, qu'est-ce que vous en pensez?
Comment on fait pour massifier ce concept et pour que ça se développe en dehors des démonstrateurs? Bah, déjà, on repose, oui, enfin, on pose proprement la question de l'innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit innovation en passant plutôt avec un hashtag devant et on pense en effet innovation technologique. C'est l'idée que finalement on va trouver demain la solution à nos problèmes d'aujourd'hui, en oubliant qu'on a des effets rebonds, qu'on a des effets de bord et qu'à un moment la machine s'est emballée. Alors, elle s'est emballée il n'y a pas si longtemps que ça. Finalement, on est dans une industrie, on a industrialisé des process de façon massive. Je le disais tout à l'heure, il y a finalement un demi-siècle avec une standardisation d'un certain nombre d'objets, hein, notamment la maison, mais pas que, évidemment, derrière le bureau, le centre commercial, etc., etc. Standardiser, ça permet d'industrialiser, de faire toujours la même chose, de le faire de façon extrêmement efficace. Donc ça on a su le faire. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien que tout ça nous mène à un certain nombre d'impasses. Impasses sur nos milieux naturels, impasses sur nos ressources, hein, en matière, matériaux, impasses énergétiques aussi, et puis évidemment impasses climatiques. Donc il va bien falloir qu'on fasse autrement. Donc en effet, ces projets pilotes, ces projets démonstrateurs, ils sont passionnants parce qu'on peut en apprendre des choses. Et on s'aperçoit en effet qu'on a des innovations qui ne sont pas des innovations technologiques, mais qui sont dans les procédés, qui sont dans les méthodes, qui sont dans les organisations, qui sont même dans la réglementation, hein. Et aujourd'hui, ça doit être aussi un sujet qui permet d'avancer. Alors, ça tombe bien, on n'a pas besoin de faire de l'innovation ou de la recherche fondamentale, ça tombe bien parce qu'on n'a plus le temps en fait. Il faut qu'on bascule vite, il faut qu'on change vite de procédé. Alors comment on fait? En fait, il va aussi falloir accepter de faire une rupture. Ça, c'est vraiment important. Déjà se dire que, on n'est plus dans une tendance et qu'à un moment, on a une rupture au milieu, une forme de bascule, hein, de bifurcation. On voit bien, et ça je viens d'exprimer, hein, avec des interrogations sur, les métiers de chacun, les organisations en elles-mêmes, mais aussi les métiers, des individus, hein, qui composent ces organisations-là. On doit inventer de nouveaux métiers aussi, inventer nouveaux modes d'organisation, sauf qu'on ne pourra pas industrialiser ces solutions. Et moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que on va pouvoir massifier des formes de solutions qui sont des solutions artisanales quelque part, sur lesquelles on va devoir remiser sur l'intelligence. Et je dis souvent qu'il faut qu'on change de matière grise. Il va falloir qu'on coule moins de béton, mais qu'on mise plus sur l'intelligence. Et ça, c'est vraiment important. C'est une opportunité phénoménale pour nous, hein, autour de la table, pour les acteurs de la fabrique de la ville. On va peut-être moins faire tourner les toupies, mais plus miser sur les femmes et les hommes qui composent nos organisations. C'est un choix, c'est aussi un pari, hein, là-dessus, parce qu'on va devoir mettre du monde, à la fois dans les bureaux d'études, à la fois sur le terrain, à la fois pour dialoguer avec les voisins, mais aussi sur les chantiers, pour travailler finalement différemment. Donc l'innovation fondamentale et la massification des solutions et pas l'industrialisation, elle passe par là, par une autre vision de ce qu'on peut faire aussi collectivement. Franck Faucheux, ce sera le mot de la fin. Est-ce que vous êtes d'accord avec Sylvain Grisot? Massifier ce concept, ça va passer par une rupture? Ça va passer par une rupture, pas forcément, mais c'est vrai que la question de la massification repose, notamment avec les élus, avec les politiques, une vraie question de pièce urbaine. Parce qu'on se rend compte que si je prends le ZAN, on nous pose souvent la question, le zéro artificialisation net, est-ce que finalement, demain, ça a un arrêt? Ben, pas forcément. Globalement, ça veut dire qu'il faut qu'on respecte le sol. Donc en fait, le sol, il faut qu'on le garde. Donc il faut qu'on creuse moins. Si on creuse moins, je vais faire moins de sous-sol. Donc comment je stocke ma voiture? Ben, c'est là qu'on se rend compte que finalement, un parking silo est quelque chose de très très simple parce qu'en fait, c'est simple à construire, c'est simple à déconstruire, c'est simple à faire muter. Sauf que qui veut aujourd'hui un parking silo? Personne ne veut de parking silo. Et si on a un parking silo, on se rend compte qu'il faut aussi qu'il y ait des clients. Donc en fait, il faut aussi dépasser un seuil. Donc là, c'est qu'on arrive à une certaine massification. Et c'est là qu'on parle un peu de mixité, que si on a des bureaux et de l'activité et des logements, j'ai une certaine massification. Mais globalement, là, c'est pas du tout l'écologie qu'on va entendre parler. Quand on dit qu'il faut faire de l'énergie renouvelable, eh ben aujourd'hui, si je dois faire de la géothermie, eh ben quand on doit creuser, quand on doit faire une chaufferie, et aujourd'hui, la réglementation qui a changé il y a 2 ans avec la direction générale de la prévention des risques fait qu'aujourd'hui c'est une chaufferie centrale avec une cheminée, ben oui, l'énergie renouvelable c'est une chaufferie des années 60 avec une grosse cheminée que personne ne veut. Donc on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des tas d'éléments qui en fait remettent en avant un vrai travail urbain, un vrai travail de construction, des véritables pièces urbaines qui font de la ville et pas finalement de la ville basse, un petit peu molle, où globalement aucun seuil n'est respecté, ne serait-ce que le seuil des transports scolaires avec des bus un petit peu vides, et aujourd'hui les seuils des pharmacies.
Aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde veut une pharmacie. Ben, je suis désolé, dans un lotissement avec 150 mètres carrés et 800 mètres carrés de jardin, ben, on est à 12-17 logements par hectare, ben, c'est pas rentable. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ce soit la puissance publique qui redépasse ça. Donc non. Donc c'est vrai que des fois, nous, notre rôle, ben, bizarrement, il est à dire, ben, en fait, on va vous demander plus de densité. Alors forcément, avec une cascade de prometteurs, on dit, ben, bien sûr, vous voulez plus de densité pour plus construire. Ah, mais sinon, il n'y a aucun seuil, ni pour l'énergie renouvelable, donc ça va être un peu compliqué pour la prochaine RE 2020, ni pour un certain nombre de services qui vont apporter de l'intensité et puis de la qualité urbaine. Donc la proximité de la boulangerie, de la pharmacie. Bah, si c'est aussi la proximité du parking silo et de la chaufferie qui va vous porter 50% d'énergie renouvelable, c'est plutôt bien. Donc en fait, je trouve que cette question de massification est la vraie. Alors la massification peut aussi passer par un appareil industriel qui va faire qu'on va le faire un petit peu vite, qu'on va systématiser. Demain des panneaux solaires thermiques, demain des pompes à chaleur, demain enfin des tas d'éléments qui sont un petit peu simples. J'espère demain industrialiser les isolants biosourcés, mais on se rend compte qu'à un moment ça redemande très en amont avec les territoires de dire faut pas qu'on soit petit joueur. Et aujourd'hui, on voit bien que souvent, parce que ça passe mieux de faire un immeuble un petit peu bas, un petit peu. Voilà, ben on fait un urbanisme peut-être un peu mou. Et aujourd'hui, tout nous conduit à prendre des vraies décisions. Que ce soit dans le fait de ne pas déconstruire ou que ce soit dans le fait de construire. Et quand on construit, construisons vraiment avec une intensité qui d'ailleurs libère du sol par ailleurs. Bah, écoutez, Franck Faucheux, Sylvain Grisot, merci beaucoup pour votre éclairage sur cette thématique. Restez avec nous, le FPU Live, ça continue.